femmes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode du podcast de l'Académie de l'Abondance dans lequel je reçois des femmes entrepreneurs qui viennent nous parler justement de leur parcours de femmes, mais également leur parcours de femmes entrepreneurs avec les difficultés qu'elles ont vécues. Aujourd'hui, elles sont épanouies dans leur carrière d'entrepreneur. Donc, bienvenue Phyllis, qui est notre invitée aujourd'hui. Alors, Phyllis est email marketing stratégiste et entrepreneur. Donc, elle va nous parler de ce qu'elle fait et également tant que personne. Bonjour Phyllis et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On ne t'entend pas. Là, tu m'entends? Oui, parfait. Ok. Alors, j'ai un double. T'as un retour, peut-être? J'ai un écho. Okay. Est-ce que tu peux juste enlever le son de Zoom? Ouais, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, Phyllis. Alors aujourd'hui, pourquoi justement j'ai pensé à toi? Parce que ton parcours est également assez atypique comme l'ensemble des personnes que l'on reçoit dans ce podcast, dans le sens où on se lance dans l'entrepreneuriat malgré les peurs que l'on peut avoir, malgré la réticence de l'entourage, malgré les obstacles que l'on peut avoir, malgré cette petite voix intérieure qui nous dit que finalement, il nous est difficile de réussir dans l'entrepreneuriat. On en parlait tout à l'heure, cet auto-sabotage et tous ces films qu'on se fait dans la tête et qu'au final, quand on en prend confiance et quand on fait ce qu'il faut pour avancer, on avance quand même. Alors, avant que tu puisses nous parler de ton parcours entrepreneurial et de comment tu travailles justement avec tes clients aujourd'hui, j'aimerais, Phyllis, que tu nous parles de toi en tant que personne. Donc, qui est Phyllis et quel est le parcours de Phyllis? Alors, moi, je suis une pure communicante, on va dire. Ok. Donc, j'ai travaillé j'ai à peu près plus de 13 ans, bientôt 15 maintenant, 13-14 communication. Donc, j'ai fait des études jusqu'au bac+5 et ensuite j'ai travaillé dans différentes entreprises de différents secteurs d'activité, à la fois dans le public et dans le privé, en tant que chargée de communication, puis responsable communication. Et j'ai ensuite lancé mon activité en tant que freelance et puis ensuite en tant que coach et consultante, toujours dans la communication, mais beaucoup plus la communication digitale, donc tout ce qui est marketing digital, voilà, tout ce qui est lié au web. Très bien. Mhm. Ok, donc finalement, tu as fait une sorte de reconversion professionnelle. On va dire que j'ai plutôt beaucoup plus ciblé mon parcours professionnel parce que je suis toujours dans la communication, mais je suis dans la branche communication digitale. Et avant, j'étais plus dans la communication générale, beaucoup plus vaste. Très bien. Mais le changement de statut, comment tu es passé d'un statut à un autre, du statut de salariat au statut d'entrepreneur aujourd'hui? Est-ce que tu as pu négocier ton départ? Est-ce que tu as lancé un business parallèle? Comment tu as fait pour passer d'un statut à un autre? Ou est-ce que Alors, tu as tout simplement décidé de partir et démissionner? non, en fait, je l'ai subi. En fait, j'étais dans une entreprise qui a été victime d'un licenciement économique. D'accord. Et en fait, j'ai fait partie de la première vague Ok. des licenciés économiques. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était un peu la panique. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est une pause parce que j'avais démarré le travail juste après mes études. Et ensuite, je me suis remise à chercher du travail. Donc, j'ai enchaîné des contrats à durée courte, des missions d'intérim, etc. Mais sans retrouver un travail pérenne, à durée indéterminée. Donc, je me suis dit, bon, je me suis rappelé un peu mon envie de me lancer à mon compte parce que ça date de mes 18 ans que je voulais être mon propre patron.
Et donc, je me suis rappelée de ça, de la Félix qui avait 16-18 ans. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment, vu qu'on ne peut pas m'offrir un boulot, autant créer le mien. Et donc, j'ai décidé de me lancer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc voilà, on va dire grâce à ce licenciement économique, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, je pense que j'aurais continué dans le salariat. Ok. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière justement par rapport à comment tu as vécu cette transition, comment tu as vécu ce licenciement, parce que j'imagine que c'est, j'allais dire, enfin, un challenge que tu as dû surmonter. Ouais. Et comment tu as fait pour le surmonter? Tu as dû certainement puiser dans ta force intérieure pour euh, reprendre du courage, de la confiance et travailler sur tes objectifs pour pouvoir rebondir. Comment tu as fait ça et comment tu as pu dépasser ce challenge? Parce que j'imagine que ce que ça a créé en toi comme volonté, détermination et persévérance a fait la Phyllis que tu es aujourd'hui. Donc, comment tu as vécu ça et ça pourra justement inspirer les femmes qui nous suivent. Euh, alors, moi, je suis un peu déjà de nature euh, résiliente et on va dire que je cherche toujours des moyens de me relever. Même parfois un peu trop, je prends pas trop le temps des fois de prendre un moment de pause avant de repartir. Donc il y a eu bien évidemment la phase un peu de d'incompréhension et de tristesse et aussi de panique parce que j'avais toujours travaillé et là, comment est-ce que je vais retourner chez mes parents, comment je vais faire pour mon loyer, etc. Euh, Ensuite, il y a eu la phase d'acceptation où j'ai plutôt relativisé, j'ai vu le bon côté des choses, où je me suis dit, bon, j'ai fait mes études, j'ai enchaîné avec le travail, peut-être qu'il est temps d'appuyer sur pause, de voir vraiment ce que je veux faire, parce que en gros, j'ai avancé la tête baissée, et enfin voilà, de ne plus subir, entre guillemets, les emplois, mais de vraiment rechercher quelque chose qui me convient mieux. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences, je me suis formée, enfin, je me suis renseignée, je me suis formée pour vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui m'intéressait le plus suite à mes dernières années en tant que salarié. Et en faisant le point, en faisant le bilan, où je me suis rendu compte que je m'épanouissais beaucoup plus dans la communication digitale, dans l'émission web que j'ai eu l'occasion de faire. Et donc voilà. Très bien, ok. En revenant sur la clarification que tu as dû faire et sur laquelle tu as dû travailler justement pour savoir exactement ce que tu voulais faire, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'était pour toi une évidence ou est-ce que c'était à l'issue d'un travail d'introspection? Est-ce que c'était à l'issue d'un travail sur ton ikigai? Comment tu as su que la communication digitale, c'est ce qui te faisait vibrer finalement? Bah, je l'ai su quand quand on m'a confié quelques missions lors de mon dernier emploi. Déjà, je sentais que j'avais beaucoup plus enfin, de petite étincelle par rapport aux autres tâches que je faisais. Mais c'est vraiment ça. C'est au moment où j'ai tout remis à zéro, tout remis à plat. Et j'ai listé tout ce que je savais faire, tout ce qui me plaisait. Donc j'ai défini aussi mon ikigai. J'ai listé mes qualités, mes faiblesses, etc. Et naturellement, c'est vers là où enfin, c'est vers le digital que ça s'est tourné. J'ai même utilisé un outil, bon, j'ai plus le nom de l'outil parce que ça fait très longtemps. Mais en gros, tu remplis un quiz avec tes qualités, tes traits de caractère, comment tu réagis à telle situation, etc. Et il s'est avéré que les propositions de métier, c'était dans le digital. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Confirmer un peu, ça confirmait un peu Ouais, l'orientation que tu ouais. voulais donner à ta carrière, justement. Ok. Alors, comment tu as pu matcher, j'allais dire, entre cette passion que tu as, qui a Mhm. été confirmée à travers les exercices d'introspection que tu as pu faire, et le fait que ça réponde à un besoin du marché, et le fait que tu puisses te faire payer, justement, avoir des revenus et te faire payer de la sorte. Parce que le plus dur, justement, quand on travaille sur son ikigai, c'est de se dire comment faire correspondre finalement sa passion aux revenus que l'on peut avoir. Mhm. Autrement dit, Et, bah, monétiser sa passion, ouais, c'est le plus dur. exactement. Bah déjà, mon communication digitale, c'est très large, donc il y a quand même c'est une importance quand même de cibler quelle discipline on veut faire
la grande sphère de la communication digitale, et ensuite s'assurer qu'il y a un véritable besoin. Donc, bon, moi, ce que j'ai fait, c'est un sondage. Tout simplement, j'ai envoyé un sondage à mes proches et aussi à une communauté que j'avais. Il y a aussi des groupes, des forums où on peut diffuser ces sondages. Et j'ai posé différentes questions liées à des services que je pourrais proposer. Donc, c'était principalement d'abord la rédaction web et le community management, afin de m'assurer qu'il y ait un besoin derrière. Et dès que ça s'était validé, bah, j'ai commencé à me faire connaître et à trouver mes premiers clients. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait justement pour commencer à te faire connaître? Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont dans cette logique d'inbound marketing. Ouais, Donc, je donne du contenu pour par la suite proposer un call to action et qui est finalement la prise de contact, une prise de contact directe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé ou comment tu t'es fait connaître ou est-ce que j'allais dire c'était par la pub ou par de manière organique en apportant de la valeur à ta communauté? alors, moi, on va dire que j'étais, on va dire pas une bonne élève entre guillemets, c'est que j'ai pas du tout fait de l'inbound marketing quand j'ai démarré. En fait, je me suis inscrite sur des plateformes, tu sais, de freelance. Il y a pas mal de plateformes comme ça qui existent où j'ai créé des profils et j'ai trouvé mes premiers clients sur ces plateformes-là, D'accord. sur des missions de longue durée. Oui, Et en fait, grâce à ces clients-là, j'ai bénéficié du bouche à oreille. très Et bien. donc, j'ai pas eu besoin de communiquer les premières années. Enfin, voilà, je bénéficiais du bouche à oreille et de ma présence sur ces plateformes-là. Et c'est après au moment où j'ai dû me séparer d'un client qui me rapportait le plus de chiffre d'affaires que j'ai démarré à la communication sur les réseaux sociaux et donc l'inbound marketing. Ok, donc autrement dit, tu étais, on va dire, dans une logique salariale, même en tant que freelance, parce que tu t'es dit, voilà, j'ai deux, trois gros clients Ouais, qui finalement représentent plus de 80% de mon chiffre d'affaires, donc je ouais, reste avec eux. ouais, Et quand justement la rupture a été consommée, là, tu t'es dit, c'est peut-être le moment de me lancer ouvertement et de exactement. passer finalement du statut de freelancer à statut d'entrepreneur accompli, confirmé. Qui va développer sa communauté, sa base de clientèle, etc. Mm, C'est souvent, il y a souvent des événements comme ça, des sortes de faits marquants, même dans notre parcours d'entrepreneur, qui font que mhm, les choses que l'on croit comme étant acquises, ben, finalement ne le sont pas du tout. Et que ça nous pousse finalement à travailler sur vraiment les ouais, fondations de son business pour ne plus avoir à dépendre d'un client ou d'un fournisseur ou d'un prestataire de service. On met en place vraiment les bases pour que ça soit pas comme un château de sable, mais que ça soit vraiment un empire, j'allais dire, construit sur de bonnes bases, qui va évoluer euh, selon les besoins du marché avec mm, ce côté innovation, ce côté en avance en faisant avec une proximité plus ou moins, j'allais dire, réelle, concrète et quasi quotidienne avec son marché pour avancer, pour voir est-ce que les besoins évoluent. Moi, j'aime beaucoup cette connexion, cette proximité avec le marché, ces ouais, sondages finalement permanents à la ligne startup. Moi, c'est un peu la démarche que je suis. C'est la démarche de la ligne startup. mhm, Si tu veux, voilà, qui est basée sur une itération qui est régulière avec le marché, parce que le marché évolue, parce qu'on se rend compte qu'il y a des besoins qu'on n'a peut-être pas perçus au début et que le fait de creuser davantage, le fait d'ouvrir les yeux sur d'autres besoins auxquels on n'avait pas pensé, bah, ça permettait finalement de, de, de compléter son service ou l'offre qu'on propose en répondant à ces besoins. Je pense que c'est un peu ce que tu fais aussi. Tu as déjà commencé comme ça en faisant des sondages, donc tu es bien consciente de l'importance de cette itération avec le marché. Ah bah oui, c'est je dirais même c'est le cœur en fait. Si on maîtrise pas les besoins, les problématiques de ses clients, en fait on vise à côté et on n'a pas de clients et notre activité meurt. Donc c'est vraiment important d'être au fait des besoins du marché, des tendances, des évolutions. Enfin ça évolue beaucoup. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis la période Covid, donc ouais, je suis totalement d'accord. Ok. Euh,
Comment tu as vécu, on va dire, ton parcours entrepreneurial depuis le début de ton démarrage en tant qu'entrepreneur à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, des déclics qu'on peut avoir, soit parce qu'on a eu une bonne nouvelle, soit parce qu'on s'est cassé la figure, mais en tout cas, il y a toujours des moments Ouais. où, voilà, c'est des moments de prise de conscience où on se dit, OK, super, je suis tombée sur la bonne niche, le bon programme, la bonne offre, donc j'y Mm. vais. Ou voilà, bon, il y a problème, ça marche pas. Comment 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 Phyllis a évolué en tant qu'entrepreneur depuis le début, donc depuis le début de ton parcours à aujourd'hui, avec les différents challenges que tu as eus et quels sont justement ces différents challenges? J'imagine qu'il y en a eu à titre personnel en tant qu'entrepreneur avec toutes les peurs que l'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, mais aussi peut-être des challenges en rapport avec de l'organisation ou avec enfin d'autres types de challenges que tu as pu vivre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, longue question, donc longue réponse. Je vais y aller par morceaux. Donc la première partie, c'est un peu comment j'ai évolué. Alors, euh, dans la mesure où j'ai fait des études en communication et j'ai une expérience salariée en communication, et donc je me suis lancée toujours dans le domaine de la communication, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide. Que je gérais, je maîtrisais mon sujet, donc pas besoin d'être accompagné ou autre. Ça va être comme le salariat, mais enfin, d'une façon un peu différente, donc pas besoin. Et donc je me suis lancée comme ça. Comme je te disais, j'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de recommandations. Et ensuite, ça, quand ça s'est calmé, donc il fallait communiquer. J'ai un peu été confrontée au dicton, qui peut parfois être faux, mais qui est vrai, aux coordonnées mal chaussées. Donc bon, j'ai fait comme je pouvais. J'ai eu une activité pas mal en dents de scie, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, il va quand même falloir me faire accompagner peut-être pour que ce soit plutôt une croissance linéaire et pas les montagnes russes à chaque fois. Et donc, c'est au bout de. Vraiment, j'ai perdu beaucoup de temps, hein, parce que c'est au bout de 3 4 ans que j'ai décidé de me faire accompagner, donc par un coach. Et ça a été le premier déclic où il a mis le point sur bah, déjà ma manière de m'organiser, de fonctionner, qui était toujours calquée à ce que je faisais quand j'étais salariée. Et m'a permis aussi de débloquer, enfin de casser certaines croyances que j'avais. Beaucoup de croyances que je ne connaissais pas. Donc, on a eu un travail vraiment au niveau du mindset, de l'état d'esprit, des croyances déjà liées à ma culture, donc le fait de beaucoup travailler, travailler dur pour avoir de l'argent, et aussi tout ce qui est lié à la réussite, donc la peur de la réussite, parce que c'est que vont dire les autres, enfin, c'est, c'est, c'est un fait en fait. Donc il y avait ça, aussi bah, le syndrome de l'imposteur, le regard de l'autre, pas mal de petites croyances comme ça que je ne connaissais pas du tout et que je ne savais pas que j'avais. Et donc ça m'a permis de travailler dessus, enfin voilà, de les casser, d'évoluer aussi en termes d'état d'esprit et aussi d'avoir une véritable posture d'entrepreneur et non plus de salarié, de restructurer mon activité suite à cet accompagnement, pardon. Donc ça a été quand même un événement vraiment marquant dans ma vie d'entrepreneur, en fait, l'accompagnement. Et c'est quelque chose en plus que je percevais comme une dépense, mais qui au final s'est révélé être un investissement. Vraiment parce qu'à l'issue de cet accompagnement, en fait, euh, c'est vraiment un déblocage. Il y a eu un déblocage dans ma manière de vendre, de communiquer, d'approcher mes prospects. Et j'ai eu beaucoup plus de résultats par rapport à avant. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, c'est vrai que acheter une formation, acheter un accompagnement, c'est une dépense, mais en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment le voir comme un investissement si on met en place les bonnes actions, enfin, on suit vraiment ce que le coach ou le consultant nous dit. Euh, Moi qui suis vraiment enfin, quelqu'un qui est assez proche de mon argent, je peux vraiment dire maintenant, tous les ans, je me prends un accompagnement pour pouvoir avancer. En fait, c'est vraiment mon habitude. Donc, il y a eu ce premier déclic. Et le deuxième, je crois, c'était au niveau organisationnel, c'est ça? Oui.
C'était ça. Alors, au niveau de mon organisation, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui ne voit pas le temps passer. Donc, j'avais souvent tendance à faire des grosses journées, pensant, en gros, j'avais en tête, plus je travaille, plus je vais aller plus vite, en fait. Alors que des fois, je faisais des tâches qui n'avaient que très peu d'impact. Donc, je travaillais 7 jours sur 7. Donc voilà, jusqu'au jour où je me suis épuisée. Et donc, ça a été une bonne leçon. Ça a été une bonne leçon de foncer dans ce mur-là parce que j'ai pu prendre en compte que sans la santé, en fait, on ne fait rien. Parallèlement à ça, donc après m'être fait accompagner, j'ai aussi suivi une autre formation sur l'organisation, la productivité, etc. Et donc, j'ai pu revoir mon organisation et donc maintenant vraiment dédier mes temps de travail par bloc et aussi consacrer vraiment des temps balisés, verrouillés à mes temps en famille, avec mes amis, etc. Ou même toute seule pour pouvoir prendre du temps pour moi et recharger mes batteries. Voilà. Ok. Alors, compte tenu de justement de toutes ces leçons de vie que Mm. tu as dû apprendre, de ces déblocages que tu as pu avoir grâce à cet accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux femmes qui nous suivent aujourd'hui sur les changements ou les prises de conscience à avoir au niveau mindset pour que justement elles puissent passer du mindset de salarié au mindset d'entrepreneur et pour qu'elles puissent également croire en elles, croire dans leur capacité de réussite. Hein, je pense notamment au syndrome de Mm. l'imposteur, mais aussi au fait de croire, parce qu'encore une fois, c'est juste une croyance, croire que travailler dur va nous permettre d'avancer alors que ça peut être épuisant plus qu'autre chose Ouais. et ça nourrit le stress mental. Et quand on est stressé mentalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne voit plus, on n'a plus la lucidité. Par rapport aux résultats qu'on a, c'est-à-dire qu'on voit que ça marche pas. Au lieu de prendre le recul nécessaire pour dire ok, ça marche pas, donc je vais faire en sorte de changer ce qui doit être changé pour pouvoir avancer. Et comme tu l'as très bien dit, je vais mettre l'accent sur ce qui donne le plus de résultats. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne aussi. Moi, je l'applique la loi de Pareto dans ma vie de manière générale et dans mon business également. C'est Mhm. 80%. Voilà, je vise les 80% de résultats et je me concentre sur les 20% qui donnent des résultats. Donc, tu ne me trouveras pas éparpillée à sauter un peu sur tout ce qui bouge pourvu que ça donne quelque chose. Non, mais c'est vraiment focus, centré et orienté solution, orienté résultat pour qu'on puisse avancer concrètement. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça et par rapport aussi, j'imagine que ça a débloqué également ton money mindset puisque à partir de là, de l'accompagnement que tu as pu avoir, aujourd'hui tu as voilà ta clientèle beaucoup plus facilement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots par rapport à ce que tu as vécu comme transformation personnelle et qui puisse justement aider les personnes qui nous suivent? Euh, Ce que je pourrais dire à toute personne qui se lance, c'est que c'est important de ne pas être seul, en tout cas d'être entouré, soit par des personnes qui entreprennent aussi et qui sont à un niveau beaucoup plus avancé pour pouvoir nous tirer vers le haut et dans la bonne direction. Et aussi, dans un second temps, de se faire accompagner. Parce que je sais que quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens. Donc, on se contente de contenu gratuit et ça, c'est OK. Mais à partir d'un certain moment, il va falloir se faire accompagner. Je pense que c'est incontournable pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et aussi pour avoir un regard extérieur d'un pro, d'une personne qui est passée par là où l'on passe et qui peut nous guider vers la bonne direction. Ce que je dis souvent, moi je prends souvent l'image de la carte routière papier ou le GPS. Qu'est-ce que tu choisis en fait? Et souvent, bah, c'est bien de prendre le GPS parce que on nous guide vers la bonne direction. Donc voilà, et aussi au niveau des croyances. Euh, c'est pour ça que j'insiste sur l'accompagnement au niveau des croyances. Parce que moi, euh, je n'aurais pas été accompagnée, je ne pense pas que j'aurais pointé vraiment le doigt sur les croyances que j'avais, qui sont issues de mon éducation et puis de ma culture et mon entourage en fait.
Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner aussi au niveau de l'état d'esprit. On pense souvent à être entouré, apprendre au niveau, on va dire, opérationnel sur des techniques, sur un métier, par exemple, comment poster des posts Instagram, etc. Mais il y a aussi un accompagnement au niveau de l'esprit, de l'état d'esprit qui est à faire. Je dirais même c'est l'élément central dans une vie d'entrepreneur. Ça se travaille tous les jours. Pour moi, ça se travaille tous les jours parce que on a des phases où on est totalement motivé à lancer son activité et on a d'autres phases où on a peu de résultats et donc on se démotive, on a envie de tout arrêter, les croyances limitantes reviennent, etc. Et on retourne dans cet engrenage néfaste en fait, qui nous aide pas à avancer. Donc c'est vraiment gérer l'esprit, c'est comme un muscle, c'est vraiment à travailler. Et associé à ça, c'est avoir essayer d'être toujours dans un environnement de pensée positive, de croyances positives. Et moi, ce que je dis souvent, c'est en fait, avant de démarrer, déjà avoir une vision. Quelle est sa vision? Et ensuite, vraiment l'avoir en tête, soit l'afficher au-dessus de son ordinateur ou sur son téléphone, etc. Mais ça va permettre de se rappeler pourquoi on fait ça. Et si on a des moments de démotivation, de retomber dessus et de se dire, je fais ça pour ça, donc je continue. Et un autre principe que j'ai aussi, c'est de ne pas avoir de regrets. Moi, je préfère tenter, me lancer. Si je tombe, euh, tant pis. En tout cas, j'aurais essayé. Et quoi qu'il en soit, même si je tombe et que je me relève, ça me permettra de capitaliser sur ce que j'ai fait et qui n'a pas marché pour faire mieux et pour m'améliorer. Donc voilà. En gros, c'est terrible de mourir avec des regrets en fait. Donc, et c'est souvent ce que les gens disent en fin de vie, c'est qu'ils regrettent de ne pas avoir fait telle chose, telle chose. Donc je préfère tenter. Tant pis du regard de l'autre ou quoi. Je préfère tenter et ne pas avoir de regrets et être content d'avoir essayé. Ok. Alors, on va revenir assez rapidement sur les croyances dont tu as parlé. Ouais. Alors, c'est que les croyances se créent d'abord avec l'entourage dans lequel on a grandi, avant l'entourage dans lequel on a choisi d'évoluer, mais d'abord l'entourage dans lequel on a grandi. Euh, Quels sont les types de croyances que tu as pu détecter chez toi et qui sont aussi assez courants en rapport avec l'éducation, en rapport avec la culture, etc. Comme le fait de voilà, il faut travailler dur pour gagner sa vie, ça vient de l'éducation, ça vient de, c'est des choses comme ça, c'est aussi culturel. Quelles sont justement les croyances qui peuvent émaner de son entourage proche, de son éducation, juste pour que justement les personnes qui nous suivent puissent prendre conscience que certains blocages peuvent provenir justement de ce premier entourage dans lequel on a évolué. Déjà, le fait que toute réussite, tout succès est lié à un travail acharné, à beaucoup de travail. Il faut travailler beaucoup pour réussir. Alors que pas forcément. Je vois des entrepreneurs qui travaillent, qui font des journées, enfin qui travaillent 3 ou 4 jours par semaine, qui travaillent 20 heures par semaine et qui arrivent quand même à se dégager un chiffre d'affaires qui leur convient. Donc il y avait déjà cette croyance-là de travailler beaucoup et ça, c'est depuis toute petite que je l'avais. Elle me colle encore un peu à la peau, mais j'arrive à m'en détacher le plus clair du temps. Il y avait aussi la croyance liée à l'argent, en fait, l'idée de beaucoup économiser, enfin voilà, engranger beaucoup d'argent, ne pas dépenser pour des choses euh, inutiles ou que je connaissais déjà. Et c'est pour ça, je reviens à ce que je te disais plus tôt, que je disais que vu que je maîtrisais la communication, bah, j'avais pas besoin de me faire accompagner en fait. Donc voilà. Et tout ce qui est lié à la réussite, alors ça, c'est, je sais pas si c'est lié à ma culture hein, ou à mon éducation, mais euh, il y a cet aspect de peur de la réussite. En gros, qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Comment on va me voir? Est-ce on va m'appeler tout le temps pour me demander de l'argent? Est-ce que on va me prendre de haut? On va penser que je suis hautaine. Ou même moi, est-ce que je vais changer en fait si je fais beaucoup d'argent? Est-ce que je vais être hautaine? Voilà, tout ça qui Je te fait que bah, ça va rassure, créer un peu de la peur.
Oui, c'est pas Euh, général, ouais, c'est une croyance ouais. très très présente. Oui, Donc ça crée de la peur et en fait on se dit bah vu que c'est de l'inconnu, bah je préfère pas enfin, voilà, je préfère pas donc je préfère m'auto-saboter, ouais, rester un peu dans ma zone de confort ouais. et voilà. C'est vrai que ça revient souvent, cette peur de réussite. On a, la peur la plus connue, c'est la peur de l'échec, mais la peur de réussite, comme tu dis, elle est bel et bien existante. Ouais. Et surtout par rapport à l'argent, c'est est-ce qu'on va me demander de l'argent? Est-ce que on va croire que je suis super méga friquée et on va s'imaginer des choses? Est-ce que les gens vont me détester ou vont me faire du mal? J'ai connu ça aussi, c'est des croyances que j'avais et j'étais étonnée de voir ça également chez les clientes que j'ai accompagnées. Mhm. C'est pour ça que je te dis c'est vraiment une croyance qui est vraiment très présente, tu vois. Mhm. Je me souviens une fois, une de mes clientes, elle voulait pas, elle a commencé à gagner de l'argent avec mon accompagnement et je voulais pas dire à sa maman euh, que justement elle commençait à gagner beaucoup d'argent parce que elle sentait que indirectement sa maman attendait à ce qu'elle puisse l'aider financièrement alors qu'elle en a pas besoin, alors qu'elle en avait pas besoin. La Mhm. maman était, je veux dire, sur le plan financier, elle était très bien. Et donc, c'est ce regard qu'elle avait, c'est cette peur que qu'on lui demande finalement euh, qui a fait qu'elle est bloquée. Mais quand elle en a pris conscience, elle s'est dit, OK, je vais pas me priver euh, pour gagner de l'argent, mais je vais apprendre à dire non. Dans le cas où on me demanderait euh, de l'argent, si je vois que la personne le demande juste pour le demander, alors qu'elle n'en a pas besoin. Mhm. Tu vois, c'est juste comment on perçoit la chose. Parfois, moi, quand on me demande de l'argent, je, je, je dis à la personne, je me renseigne sur sa situation. Mhm. Je dis, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Tu vois? Oui, je suis en train de chercher du travail. Ok, mais tu fais quoi pour chercher du travail? Est-ce que tu es active, actif? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu es dans la recherche? Ou est-ce que tu attends que ça te tombe du ciel, quoi, tu vois? Donc, aider, mais tout le temps avec cette prise de conscience, de responsabiliser, de sensibiliser la personne à pouvoir finalement être autonome financièrement toute seule et à se dire, OK, je t'aide si tu en as réellement besoin, mais je suis pas là pour dispatcher mon fric à droite, à gauche, juste parce qu'on me le demande. Mhm. Et ça, effectivement, c'est une croyance que l'on peut avoir. Même Oprah, une fois, en a parlé. Elle Ouais. a dû, voilà, ça avait fâché pas mal de ses amis parce que quand ils ont vu qu'elle a commencé à se faire du fric, tout le monde a appelé, tout ça. Et elle a appris à dire non parce qu'on n'est pas obligé non plus, tu vois. Ah Il oui. faut que ça nous parle, il faut que on n'est pas obligé non plus. Donc gérer cette notion d'argent, cette notion de donner, cette notion de regard des autres, cette notion de comment les personnes vont réagir en sachant qu'on a commencé à nous enrichir et comment justement gérer la réussite par rapport à ça, par rapport au regard des autres. Il y a plein d'exemples comme ça. J'imagine que tu les as également vécus, notamment comment l'entourage a changé quand tu t'es lancé. Est-ce que tu as senti un changement avant et après? Euh, alors en fait oui, mais en fait j'en parle pas beaucoup. Parce que Très bien. quand j'ai annoncé que je m'étais lancée, ça a été perçu comme une petite activité comme ça et quelque chose de pas sérieux. Ok. Et que tant que bah, j'avais pas d'emploi salarié, bah, c'était un hobby, quoi, Ouais, c'est un petit loisir. Et donc, bah, ça m'a vexé. Et donc, j'en parle pas. Enfin, j'en parle qu'à mon bon, ben, frère, mais j'en parle pas. ok. Très bien. Non, écoute, c'est quelque chose qui peut être justifié effectivement parce que quand on voit que l'entourage ne soutient pas, on se dit ok, on va pas non plus changer les gens, on va pas non plus changer la croyance des gens par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la réussite entrepreneuriale. Ouais. Maintenant, on continue notre petit bout de chemin tranquillement et puis en avant, c'est ça le plus important et on s'entoure, on crée un nouvel environnement soutenant, encourageant qui va justement nous
aider à avancer concrètement. Alors, j'aimerais qu'on revienne, on a parlé tout à l'heure des croyances qui émanent de l'entourage. J'aimerais également que tu nous dises comment tu as géré ton entourage, comment tu as géré la réticence de l'entourage. Donc, j'ai bien compris que tu as arrêté d'en parler, mais comment tu as vécu ça et comment, justement, j'imagine que ça a dû être aussi un autre fait marquant, un autre déclic. Ok, l'entourage n'est pas aussi soutenant que ce que j'aurais souhaité, mais j'avance quand même. Comment tu as vécu ça? Parce que c'est très présent également dans la communauté, en tout cas qui suit l'Académie de l'Abondance. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à gérer la réticence de leur environnement par rapport à leur projet entrepreneurial. Moi, je viens de boucler un défi 7 jours sur comment réussir sa reconversion professionnelle et se lancer à son compte. Et parmi les participantes, ça revenait vraiment très, très souvent. Des maris réticents, un entourage réticent également qui dit, voilà, c'est qu'ils prennent pas le projet au sérieux. Ils se disent, voilà, ça va lui passer. Ça va lui passer, elle va revenir au salariat, ou là, voilà, ça va lui passer. Et donc, alors que, où on est là à attendre les résultats. Moi, j'ai eu une personne qui s'est lancée depuis 5 mois. Donc, en 5 mois, on va pas faire des millions d'euros non plus, ou des millions de dirhams. Ça va pas se faire en 5 mois. Alors, est-ce que tu as des ventes? Est-ce que tu as des clients? Alors qu'elle était justement en pleine, j'allais dire, structuration de son business, parce elle a lancé un premier business. Ensuite, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, cette itération avec le marché qui a fait que elle a retravaillé son offre, et c'est en cours, c'est en train de se faire. D'accord? Donc, ça va pas, voilà, les euros ou les dirhams ne vont pas venir comme ça. Et donc, l'entourage était, voilà, au taquet. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est stressant, ce truc. Comment tu as géré ça, toi? Comment tu l'as vécu? Quelle sorte de difficultés tu as connues? Comment tu as géré ça? Ben, ce que tu viens de dire, c'est assez similaire à ce que j'ai vécu. En fait, c'était un peu. Alors au début, quand j'en ai parlé, c'était effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait des résultats tout de suite. Et donc, bah, alors ça donne quoi? Ça en est où? J'ai dit, bon, bah, là, c'est un peu difficile, mais bon, enfin, voilà, je m'accroche, etc. Et, euh, et en gros, bah, il faudrait peut-être chercher une autre activité à côté beaucoup plus solide parce que, enfin voilà, ça va pas, c'est pas ça qui va t'aider à payer ton loyer, etc. Et en fait, c'est euh, j'ai arrêté d'en parler parce que c'était que des retours négatifs, une atmosphère négative qui m'empêchait d'avancer. Déjà que moi-même, j'étais dans ma galère à avancer, à essayer d'avoir des résultats. Si quelqu'un en rajoute une couche, ça te fait douter. Donc, en fait, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai, on va dire, entre guillemets, un peu fermé la porte. Il m'arrive quand même de temps en temps de parler de quelques petites victoires que j'ai eues. Comme fin d'année dernière, j'ai eu à animer des cours dans une école de commerce. Donc, je leur ai annoncé, bon, ils étaient contents. Voilà. Voilà, des petits trucs comme ça, des petites bribes comme ça. J'annonce, mais sinon, globalement, l'évolution de mon activité, je leur en parle pas véritablement. Donc c'est vraiment la négation, tout l'effet négatif qui rejaillissait un peu de mon entourage, qui a fait que euh, je euh, je me suis fermée. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais moi c'était aussi pour me protéger en fait. J'étais vraiment dans une optique de faire marcher mon activité et en fait être entourée de personnes qui sont négatives, ça aide pas du tout. Donc, ce que je pourrais dire à, à ta communauté, c'est euh, rassurer. C'est beaucoup ça, en fait. Je crois que derrière toutes ces remarques négatives, il y a aussi de la peur pour nous, enfin, voilà. Généralement, ce sont les personnes qui nous aiment le plus qui agissent comme ça. Qui font le plus de mal, Ouais, exactement. qui bloquent le plus par peur, Ouais. oui. Ouais, donc rassurer au mieux, vraiment rassurer le plus possible et expliquer que voilà, si ça ne fonctionne pas, il y a un plan B, il y a toujours possibilité de rebondir, mais que pour le moment, le plan B il est occulté. On est focus sur le plan A, donc faire grandir cette entreprise et aussi expliquer le bien-être que ça pourrait nous procurer déjà en termes d'épanouissement professionnel, personnel aussi. Ça permettra une meilleure gestion du temps,
une meilleure, enfin voilà, plus de liberté de son emploi du temps avec ses enfants, son mari, ses amis, etc. Donc voilà, expliquer aussi le pourquoi on a besoin de lancer ce projet entrepreneurial là, puisque peut-être que ça n'a pas été partagé. Ok. Alors justement, comment tu as fait pour pouvoir te créer ta petite bulle, j'allais dire d'énergie positive, qui t'a permis d'avancer, de rester focus sur tes objectifs et d'avancer concrètement dans le développement de ton activité. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Est-ce que tu as créé ton groupe ou tu as rejoint qu'est-ce que tu as fait au juste pour pouvoir, en termes d'habitude, en termes de de dialogue intérieur que tu as dû certainement changer en termes d'accompagnement, de formation, d'intégration peut-être de communautés Ouais, d'entrepreneurs à travers des masterminds. ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour justement être dans une énergie positive avec des personnes qui ont un peu le même mindset que toi? Bah, c'est principalement, j'ai revu mon entourage, enfin, j'ai essayé de me rapprocher plus de publics d'entrepreneurs qui sont dans la même situation que moi. J'ai rejoint des groupes sur Facebook. Il y a pas mal de groupes de femmes entrepreneurs où tu peux échanger. Donc, j'avais rejoint ces groupes-là. Et effectivement, dans l'accompagnement que j'avais pris, il y avait une communauté aussi en ligne là où on pouvait échanger, partager un peu nos coups de mou, mais aussi nos victoires. Donc, il y avait ces deux espaces-là virtuels. Et à côté de ça, j'ai des amis qui aussi sont lancés à leur compte et où on a notre petit groupe WhatsApp où on peut échanger de temps en temps. Ok. On va maintenant parler business, Phyllis. Ouais. Euh, L'idée, c'est de montrer aux gens qu'il y a des étapes fondamentales à mettre en place pour qu'un business fonctionne. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on est en phase de lancement, c'est un peu l'euphorie, etc. On a même envie de le crier sur tous les toits. Voilà, je me lance à mon compte. Mais bon, une fois qu'on est face à la réalité, c'est voilà, c'est une entreprise qui doit être gérée d'une certaine manière. Si tu devais avoir des conseils à donner sur des règles fondamentales à suivre pour pouvoir se lancer de la bonne manière en évitant des erreurs assez, j'allais dire, assez courantes. Donc, est-ce qu'il y a des règles à suivre, des fondamentaux à suivre pour se lancer de la bonne manière et pour se développer de la bonne manière que tu aurais toi-même suivi? Bah, je dirais la vision. En Ok, gros, pourquoi tu fais ça? C'est vraiment la boussole, c'est une boussole en fait. Donc vraiment définir une vision. Et à partir de cette vision-là, donc décliner une stratégie ou un plan d'action. Comment je veux faire pour réaliser cette vision-là. Moi, par exemple, ma vision, c'est de pouvoir, bah, comme toi, voyager, pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite, passer plus de temps avec ma famille et gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Et donc après, donc j'ai décliné un peu mon plan d'action, mes objectifs d'année et aussi mes objectifs trimestriels et mensuels. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir atteindre cette vie-là? Donc, ça peut être soit par des prestations, des accompagnements, une formation en ligne, enfin voilà, c'est quelque chose à décliner après. Mais c'est en gros quel est le fil conducteur, la feuille de route qui va m'amener vers l'objectif final, donc la vie que je souhaite. Et être très structuré, parce que c'est vrai que quand on se lance, on veut faire tout et parfois n'importe quoi. Par exemple, lancer un site web, lancer un blog ou des choses comme ça, qui sont des choses pas forcément utiles quand on se lance. L'objectif, c'est de se faire connaître et de trouver ses premiers clients le plus possible. Donc vraiment se focaliser vers les actions qui apportent le plus de résultats. Et ne pas s'éparpiller à créer des cartes de visite ou des choses comme ça, qui sont, à mon sens, plutôt secondaires. Donc ce que je dirais vraiment, c'est dans la mesure du possible, être structuré. Donc, pour celles qui sont pas assez structurées, ben, se faire aider ou se suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Il y en a pas mal. Mais je trouve que c'est vraiment important de mettre sur papier ou sur ordinateur le fil conducteur qui va nous amener vers la situation que l'on souhaite avoir.
Voilà. Tu me donnes pour le coup une excellente transition et je t'en remercie. Tu parlais d'éparpillement en termes d'organisation. J'aimerais maintenant qu'on parle d'éparpillement en termes d'idées de business. Il y en a qui sont éparpillés par rapport à l'idée de business. J'ai envie de faire ceci, cela, etc. parce que ça me plaît, parce que c'est pas rentable, parce que voilà. Et du coup, on se retrouve avec trois, quatre idées de business. Mais en tournant rond, on n'avance pas. Est-ce que tu aurais des conseils dans ce sens-là pour, encore une fois, voilà, prioriser, faire un choix, comment faire ce choix? Toi, tu es dans le domaine de la communication digitale, c'est un domaine très très vaste, et donc tu as pu finalement cerner là où tu souhaites vraiment travailler, là où ce sur quoi tu souhaites accompagner ta clientèle, qui est donc euh, L'emailing. l'email marketing. Voilà. Et comment tu as dû faire ce travail-là de clarification, de priorisation. Comment tu as fait et justement, comment tu pourrais aider justement les personnes qui aujourd'hui sentent en phase de doute par rapport à leur idée de business, qui sont un peu éparpillées, que ils savent pas quoi faire ni par où commencer et du coup qui procrastinent parce que quand on doute et qu'on sait pas par quoi commencer, bah on n'avance pas. Ouais, ouais. Euh, Alors, ce que je dirais, c'est qu'il faut se lancer. Il ne faut pas rester dans l'inaction. C'est OK pour moi de pivoter, de changer d'activité si nécessaire. Donc, en fonction on va dire, s'il y a trois idées, peut-être prioriser en fonction de l'appétence, mais aussi de la vision qu'on souhaite réaliser. Et retenir celle qui se rapproche plus de la situation qu'on souhaite avoir. Et se lancer, se donner peut-être 6 mois, 1 an, pour voir ce que ça donne. Et si on n'atteint pas les résultats attendus, pivoter sur l'autre. Mais en tout cas, se lancer, se donner un petit délai, de se dire, bon, au bout d'1 an, 2 ans, ou peut-être un peu moins, 3 mois, pour moi, c'est trop court. C'est Mais je dirais court. peut-être 1 an, voir si ça fonctionne ou pas, ou si même nous, ça nous plaît, parce que c'est important, si ça nous plaît, et pivoter par la suite. Moi, j'ai commencé comme freelance, où je rédigeais des articles, et je faisais du community management, donc je m'occupais de comptes Instagram et Facebook. Et au bout d'un moment, au bout de 2 ans, ça me plaisait plus. Je m'épanouissais plus. Et bien que j'avais des clients, j'ai mis beaucoup de temps à arrêter, mais vu que je prenais plus de plaisir à le faire, que j'ai décidé d'arrêter et de pivoter plus dans la partie stratégie, où j'apprends à faire. Faut y aller, Donc, faut tester. voilà, tu t'es Ouais, repositionné par rapport à tes compétences, par rapport à la demande du marché, par ouais, rapport, mais tu t'es quand même lancé parce que, oui, comme tu l'as bien dit, bah, quand on se lance, il vaut mieux se lancer, même si on échoue. Mais comme je dis souvent, l'échec, c'est juste la preuve qu'on n'a pas fait les choses de la bonne manière. Ça veut juste dire ça. Je veux dire, il faut surtout pas le prendre à titre personnel. Donc, il faut juste changer d'action, passer à autre chose, faire les choses telles qu'elles doivent se faire pour atteindre notre objectif, chercher le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. C'est juste ça. ouais, Mais si on ne s'était pas lancé, on n'aurait pas su que c'était pas la bonne manière de faire. c'est Donc ça. c'est Ah. l'échec, c'est vraiment prendre l'échec comme un ami, hein, comme un guide, comme un Ouais, moi, c'est accompagnateur. une opportunité, hein, ouais. Voilà, pour avancer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le terme échec n'existe pas chez les Asiatiques. Hein. Pour eux, il y a que opportunité. Il est synonyme d'opportunité parce que pour eux, ça veut juste dire que c'est un moyen de rebondir vers une direction qui cette fois-ci sera plus alignée avec ses objectifs et avec la bonne manière de faire. Et donc, pour les personnes qui ont peur aujourd'hui de se lancer, parce que tu sais que bon, la peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle a toujours existé, elle existera toujours, parce qu'encore une fois, c'est des tempéraments, il y en a qui sont, il y en a qui, on va dire, je vais pas dire sauter dans le vide comme ça, mais qui sont beaucoup plus courageux que d'autres et ils se disent, je vais y aller et je vais faire en sorte que ça fonctionne. C'est comme, je sais plus qui m'avait dit ça, je préfère me lancer et ouvrir le parachute en cours de route, tu vois,
le parachute étant quoi? Étant finalement le plan d'action Ouais. à mettre en place qui va permettre d'atterrir Mhm. au bon endroit, ou est-ce que je reste sur le haut de la falaise à attendre que ça se passe, quoi. Donc c'est le truc, Ouais. c'est vraiment de se lancer. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les personnes qui sont aujourd'hui qui hésitent, qui ont peur? Tu sais que bon, comme je t'ai dit, la peur de se lancer existe depuis toujours. Bon, maintenant avec le Covid, avec toutes les difficultés financières qu'ont connues les gens, les entreprises. Donc du coup, on se dit peut-être que ça va pas marcher, mais aussi bizarrement que ça puisse paraître, on a vu également l'émergence d'un grand nombre de business florissants, d'un grand nombre de personnes venues de nulle part et qui cartonnent aujourd'hui sur le net. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir parce que ça prouve effectivement que quand on a envie de réussir, bah, quel que soit notre background, on finit toujours par y arriver. Et aujourd'hui, avec Internet, je veux dire, dès lors que tu as quelque chose à partager, tu peux créer un business autour. Ouais, C'est, tout à c'est fait. aussi simple que ça. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces femmes aujourd'hui qui veulent se lancer, mais qui sont là encore à hésiter? Euh, euh, alors moi je dirais, je vais revenir un peu à la notion de regret que je disais. Il vaut mieux tenter que d'avoir des regrets. Mais vraiment s'assurer que c'est quelque chose qui leur convient. Il y a pas mal de personnes qui ont profité de la vague Covid pour se lancer et qui au final ont arrêté parce qu'elles ont juste suivi une tendance. Donc c'est vrai que beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas pour tout le monde. Effectivement, faut avoir les nerfs solides. Euh, mais ce que je leur conseillerais, déjà, c'est si c'est une peur au niveau des revenus, c'est d'avoir une activité salariée à côté, de commencer à lancer l'activité à côté. Comme ça, l'entourage est OK, elles sont un peu plus sereines et elles peuvent lancer ça tranquillement. Mais si c'est plus un blocage au niveau du lancement pur et dur, moi, c'est vraiment en fait, est-ce que tu préfères avoir des regrets, ton projet de, je sais pas, de lancer ta marque de vêtements, de lancer ta boutique de produits de beauté ou autre. Est-ce que tu préfères avoir, enfin, bon, ça paraît un peu morbide, mais partir de cette terre en ayant des regrets qu'en ayant essayé. Euh, ouais, franchement, c'est ce qui me vient toujours en tête, c'est je ne veux pas avoir de regrets. Je préfère Ouais, essayer. Euh, on va pas mourir. On va juste repartir enrichi. Parce que comme tu dis, c'est vraiment des opportunités, l'échec. Moi, vraiment, je trouve mon parcours vraiment riche et je suis même contente d'avoir eu des échecs et de m'être mangé des murs parce que je me trouve beaucoup plus armée maintenant. Je sais ce qu'il faut pas faire. Donc, tu vas ressortir vraiment plus enrichi qu'en n'ayant rien fait. Souvent, on a peur de sortir de notre zone de confort, euh, mais, euh, mais au final, c'est que bénéfique. C'est vraiment que bénéfique. Donc, vraiment, je dirais, euh, il n'y a pas de risque. Le seul risque que tu prends, c'est d'avoir des regrets, pour moi. ouais. Ouais, toi, c'est ce qui résonne le plus pour Ouais, toi. C'est qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ne pas avoir de regrets dans la vie ouais. de manière générale. Et c'est un peu ton leitmotiv, c'est ce qui te pousse à, à agir et à être tout le temps dans l'action, dans la motivation Bah, pour que tu puisses honnêtement, réaliser tes j'ai eu pas mal d'opportunités même qui m'ont fait sortir de ma zone de confort projets. où vraiment j'ai eu peur, je me suis posé des questions et j'ai dit oui. Et au final, ça a rebondi sur d'autres opportunités. Donc, c'est comme si ça ouvrait le chemin à d'autres opportunités qui se proposaient à moi. Donc, vraiment, euh, il n'y a pas de. Il y a certes des craintes, je les comprends totalement, mais je trouve ça dommage. En fait, ce que je dis aussi, au-delà des regrets, c'est que il y a probablement des personnes qui ont besoin de toi. Et là, en fait, Oui, tu leur prives de tes services, tu les prives de ton don. C'est pas bien ce que tu oui, fais. Donc, faut te lancer. Il y a des gens qui t'attendent. oui. Tu le vois pas, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui t'attendent. Donc, vraiment, il faut se lancer. Écoute,
Tu as parfaitement raison parce qu'effectivement, toi tu parles de regrets. Moi je suis un peu dans cet même état d'esprit et je dirais aussi que chacun de nous est là avec un don particulier comme tu l'as bien dit, un don qui lui est propre. Et comme tu dis, le fait de ne pas le partager, de refuser de le partager ou d'avoir peur de le partager, bon, maintenant, encore faut-il le détecter, mais ça se détecte d'une manière ou d'une autre, tu sais. Il y en a qui passent leur vie à essayer de trouver leur ikigai, et il y en a qui le découvrent très rapidement, et il y en a qui, à travers les gens, ils leur disent, t'es bon dans ce que tu fais, tu me fais du bien quand tu fais telle chose ou tu dis telle chose. Donc, on se rend compte finalement au fil des rencontres qu'on fait qu'il y a des choses que l'on réussit, qu'il y a des choses, des talents qui nous sont naturels, qui apportent de l'aide ou une forme de contribution quelconque au bien-être d'autrui. Et on se dit, voilà, donc on est là pour que tout un chacun puisse aider son prochain et c'est vraiment moi je suis vraiment dans cette logique là Mm. c'est pour ça que je suis hors concurrence hein. Je suis Ouais. vraiment pour moi la concurrence n'existe pas parce que Mm. pour moi dès lors que enfin plus on est nombreux mieux c'est Oui, d'accord c'est comme ça totalement que je d'accord. vois ça Mm. donc ça va un peu tu me diras dans le même sens que l'océan bleu, mais ça va bien au-delà pour moi parce que pour moi, euh, je nous vois en tant que personnes interconnectées, tu vois. Euh, il y en a qui avancent, il y en a qui ont du mal à avancer, il y en a qui sont en souffrance. Mais l'idée, c'est vraiment de voir le bon dans chacun d'entre nous. Et même si la personne réagit mal, parce que si elle réagit mal, c'est qu'elle souffre à l'intérieur. Hein. Sinon, elle Mm. n'aurait pas réagi mal, hein, d'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire on avance ensemble. Chacun vient avec un don qu'il qu'il va mettre à disposition d'une personne, deux personnes, une communauté, etc. Via l'entrepreneuriat, il y a plein de formes d'entraide, hein, plein de plateformes d'entraide aussi, notamment via les médias. Et l'idée c'est vraiment d'avancer, de pouvoir avancer ensemble. Donc quand on se connecte vraiment à cette véritable raison d'être, je pense que ça neutralise un peu la peur. Mm. Ça neutralise la peur Mm. et ça rejoint parfaitement ce que tu as dit, qu'on n'a pas envie de partir en regrettant quelque chose, mais on a vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes maintenant qu'on est sur Terre. Moi, j'aime à parler de laisser un héritage et que Mm. les gens puissent se souvenir de moi plus Mm. tard. Mm. Mm. Mais C'est un peu, c'est souvent ce que tu as apporté aux autres, ce que tu as fait, c'est comme ça qu'on se souvient de toi. Ouais. par Mm. le bien, par Ouais. le bien que tu as fait. C'est Mm. comme Mm. ça qu'on se souvient, parce que autrement, là, on se souvient pas de la personne. Donc, le bien que tu as fait, comment tu as contribué, comment tu as construit, qu'est-ce que vraiment tu as laissé derrière Mm. toi. Et un entrepreneur, je pense qu'il pense comme ça. C'est un entrepreneur ou une entrepreneur qui peut aller vraiment très très loin. Alors, on a une question. Je ne sais pas si tu accepterais de répondre. Une question de SOS Consulting. Y a-t-il une méthode pour détecter le don? Alors, je vais laisser Phyllis parler avant que je puisse prendre la parole. Alors, Phyllis, Mm. Ben, en fait, le don, c'est quelque chose qui est inné et avec lequel tu nais, selon moi. Tu arrives à détecter en fonction des choses que tu arrives à faire avec aisance, sans réfléchir, de manière. Enfin voilà, tu as une facilité, t'as pas été formé, voilà, c'est quelque chose que tu fais c'est facilement et c'est souvent naturel. quelque chose sur lequel on te fait beaucoup de compliments. Moi, je sais que moi, j'ai un don d'écoute et de conseil. On me dit souvent on se confie à moi. Des fois, j'ai rien demandé. On se confie à moi et on me dit, bah, t'as une force d'écoute. Je me sens en paix, enfin en sécurité à me confier à Ah oui, toi. Donc c'est ça un peu mon don d'écoute. ouais, Donc voilà, je sais pas. Enfin, faut que tu réfléchisses. C'est obligé. On a ouais, sûrement dû te dire quelque chose, que tu faisais bien, que tu étais doué pour faire quelque chose. Ou même, si tu le sais pas, tu peux poser la question à ton entourage, en fait. Comment tu me vois?
qu'est-ce qui est, enfin voilà, quelles est selon toi les choses que je fais bien. Enfin voilà, j'arrive pas à bien formuler la phrase, mais je pense que tu Mais vois c'est ce que je veux dire. Et exactement ça, oui. et, Exactement. et on te répondra et il y aura des points communs, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas si la réponse vous convient, SOS Consulting, si vous voulez bien vous présenter. Ok. Alors, on va terminer cette interview, Phyllis, avec un. Donc, il dit merci. Ok. On va terminer cette interview avec comment tu vis l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Tu sais que Ouais, en tant que femme entrepreneur, c'est quelque chose qui est très très important. ouais, On a parlé tout à l'heure d'épuisement, donc comment éviter l'épuisement dans l'entrepreneuriat, parce que finalement sortir d'un épuisement salarial pour se retrouver dans un épuisement entrepreneurial, c'est voilà, c'est le comble du ridicule. Euh, donc on se lance pas dans l'entrepreneuriat ouais, pour ça, on se lance ouais. pour respirer, pour Mm. être plus épanoui, plus libre. Donc si se retrouver dans le même cas, c'est pas ça. Comment tu vis ça et comment justement, dans le cadre de ton organisation et dans le cadre également de la vision que tu as de ton business, j'imagine que tu as choisi un business model qui soit aussi adapté à qui tu es, à ton rythme, de manière à ce que tu ne retombes pas dans l'épuisement. Ouais. Gros point, parce que comme je te disais, j'aime beaucoup travailler. Enfin, j'aime beaucoup être occupée. Et puis j'aime beaucoup ce que je fais. Alors, initialement, donc je faisais pas bien les choses, donc je travaillais 7 jours sur 7 et après j'ai diminué à 6 jours sur 7. Et après j'ai essayé un peu de structurer mon organisation, mais je me suis fait accompagner. Et oui. Enfin, j'ai pris un audit d'une coach en organisation, en fait. On a fait le point sur ma manière de travailler. Et suite à cet audit-là, en fait, j'ai revu complètement mon organisation. Donc, moi, j'aime bien commencer mes semaines en douceur et les terminer en douceur, donc pas dans le rush. Et donc, c'est comme ça que j'ai revu mon organisation. Donc, le lundi, je ne travaille pas. Je traite juste mes mails, mais sinon, je travaille pas. Je passe du temps en famille où je vois des amis, mais c'est vraiment tranquille. Donc, mes jours vraiment de travail complets sont les mardis, mercredis et jeudis, où je les consacre à mes accompagnements ou à de la formation, etc. Et le vendredi, c'est une journée dédiée, c'est un peu mon CEO Day. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Non? Le CEO Day, en fait, c'est une journée où tu travailles sur ton entreprise. En gros, je fais le point sur Ok. mes factures administratifs, sur mes statistiques, sur mes objectifs de la semaine, est-ce qu'ils sont atteints ou pas. Et je planifie la semaine suivante. Je fais aussi un peu d'auto-formation si j'ai le temps. Et c'est vraiment le temps pour moi, pour mon entreprise, en fait, où je ne suis pas en train de travailler avec mes clients. Et, Ok. et je termine comme ça. Et le week-end, c'est totalement dédié à ma vie privée. Très bien. Ouais, Ok, donc tu as pu trouver le bon rythme ouais, ouais. comme ça et tu es beaucoup plus Ouais, sereine. Tu l'as senti, je veux dire, sur ton bien-être totalement, totalement. mental, Et émotionnel. il y a aussi Voilà. avec l'échange avec mes clients, avant, bah, c'était dans dans un désir de manque, enfin même dans un sentiment de manque et de pas perdre des clients. Je répondais à toutes les demandes super tard, etc. Maintenant, c'est balisé. Je ne réponds pas le week-end, je réponds qu'en journée jusqu'à 19h et j'indique qu'il y aura un délai de 48 heures grand maximum de réponse. Voilà, donc ça me permet de pas vouloir directement sauter sur mon ordinateur et répondre, mais prendre le temps. Et parce que souvent, quand on laisse un peu la porte ouverte, ben, le client, ben, il s'engouffre. Hein. Donc, il n'y a pas de Clairement, limite. ouais, Donc absolument. voilà. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Phyllis. Merci pour ce partage. Ça a été vraiment passionnant, enrichissant, vraiment très, très intéressant. Merci d'avoir partagé bah, tout ce que tu as vécu, qui a fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui en termes de déclic, de prise de Ouais, conscience. Merci de nous avoir ouvert ton cœur aussi pour nous parler des croyances limitantes qui existent chez pas mal d'entrepreneurs, celles qui émanent de l'entourage,
celles de l'entourage proche, que l'on se crée, puisqu'on a parlé aussi Mm. d'autosabotage. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci d'avoir également partagé des conseils très, très concrets sur comment réussir effectivement dans l'entrepreneuriat avec en tout cas, les bons mindsets et les bonnes actions à mettre en place, que ce soit en termes de vision, de stratégie, d'organisation également. Comment se libérer aussi de la peur de se lancer en se connectant finalement à son véritable pourquoi. Tu parlais tout à l'heure de voilà, s'il y a pas, l'idée c'est de partir du principe qu'on n'a pas envie d'avoir à regretter de ne pas s'être lancé et que finalement c'est en se lançant que l'on arrive à savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et donc on rebondit en conséquence. Alors est-ce que tu as un mot de fin à nous dire qui un peu résumerait un petit peu ce parcours et qui serait aussi inspirant pour les personnes qui nous suivent? Euh, alors moi, je dirais le point commun de notre échange, c'est la persévérance. Donc je terminerai sur ça. Souvent, on a tendance à vouloir abandonner, mais il faut vraiment persévérer. Ça fait un peu leçon de compte motivationnel Instagram, mais en fait, c'est vrai, il faut vraiment persévérer. Et je terminerai par cette citation, euh, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, Oui, persévérer, donc tu as continuer. parfaitement raison. Voilà. Tu as parfaitement raison. L'idée, c'est vraiment de ne pas abandonner, de continuer parce que effectivement, c'est la dernière clé qui ouvre la porte. Merci encore, Phyllis. Merci beaucoup. J'étais ravie de faire Pareil. ce podcast quand tu veux. Et puis, merci aussi pour ta belle énergie. On sent vraiment que tu es une personne qui donne, qui a envie de donner, qui est dans le partage, qui est pure de l'intérieur. On sent ta bonté. Et je suis sûre que tes clients doivent avoir énormément de plaisir à travailler avec toi. Donc, je rappelle que Phyllis, c'est email marketing stratégiste et entrepreneur. Donc, si vous souhaitez la contacter, elle sera taguée en dessous de ce live pour justement que vous puissiez travailler avec elle au besoin. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Phyllis. Amal. Tu reviens quand tu veux Ça dans marche. le podcast de l'Académie de l'Abondance. Merci, Merci. Amal. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Eh ben, c'est super. Comment tu as vécu? Je vais juste partager le